Comment les familles peuvent s'assurer que leurs enfants sont en sécurité et entre les bonnes mains? De communiquer avec nous, de discuter même avec nous s'il est faux, parce qu'on ne sait jamais au regard de ce qu'est devenu notre monde aujourd'hui, qui ils vont rencontrer et qu'est-ce qui pourrait se passer. Quels sont les meilleurs moyens de suivre les études de son enfant à l'étranger? Vous pouvez demander à l'enfant de vous donner aussi accès à son centre étudiant, son portail. Le portail, au fait, c'est un centre, c'est un compte. C'est comme un compte bancaire, c'est comme un compte sur le site de l'immigration. Nous faisons les différentes demandes. Alors, dans ces comptes-là... Et là, ils se retrouvent avec des documents qui leur demandent de quitter le territoire canadien. On s'est rendu compte que la situation est justifiée par des circonstances inattendues qui sont arrivées dans leur vie. Il y a des étudiants qui sont tombés en dépression. Voyez-vous, ils sont tombés en dépression et ça, l'immigration ne le sait pas si vous ne le signalez pas. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique, où nous allons parler d'un sujet très important. Étudier au Canada, responsabilité et réalité. Beaucoup de parents et responsables en Afrique francophone souhaitent le meilleur pour leurs enfants. Ils remuent ciel et terre pour collecter les moyens afin d'envoyer leurs enfants à l'étranger, en Amérique, notamment au Canada. Là, les parents et les responsables pensent offrir un avenir meilleur à leurs enfants en permettant l'accès à des études de qualité, à des études avancées au Canada. Mais quelle est la responsabilité des parents et responsables de famille lorsque vous envoyez vos enfants à l'étranger? Quelle est la responsabilité de ces enfants qui vont étudier au Canada? Comment faire un suivi optimal pour s'assurer que l'enfant que vous avez envoyé sera dans les meilleures conditions à l'étranger? Parce que étudier, c'est vivre. Vivre, c'est apprendre. Apprendre, c'est acquérir de nouvelles expériences. C'est la raison pour laquelle nous allons au Canada, au Québec, retrouver Maître Jugos Mweze Mourle, qui va nous partager son expérience, comment il a entrepris pour étudier au Canada, comment aujourd'hui il exerce comme avocat à la fois au barreau de Kinshasa ainsi que avocat au barreau de Québec. Sans plus tarder, je vais saluer notre intervenant depuis Québec à cet instant, Maître Jugos. Maître Jugos, nous vous saluons. Oui, bonjour, Symphorien Katende. Maître Jugos, lorsque l'on parle d'étudier au Canada, responsabilité et réalité, qu'est-ce que ça vous fait penser cette thématique? Responsabilité et réalité, c'est dans la mesure où lorsque vous envoyez les enfants étudier au Canada, c'est tout à fait normal que vous les laissez d'une certaine manière à leur propre responsabilité par rapport à la gestion notamment de leur quotidien. Bon, réalité, c'est que ce sont des études de haute qualité qui, une fois accomplies, vous permet quand même d'aborder le marché du travail de manière un peu plus rassurante, étant donné que les diplômes qu'on obtient ici sont des diplômes qu'on appelle généralement des diplômes passe-partout. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau programme depuis les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas, où nous serons en connexion avec le Canada, plus précisément au Québec, avec Maître Mweze.
Responsabilité des parents, responsabilité des enfants lorsqu'ils vont étudier au Canada. C'est de cela que nous sommes en train d'échanger dans ce programme. Préparation et planification. Quelles sont les raisons qui poussent les familles à envoyer leurs enfants à étudier au Canada? Comme vous, Maître Jugas, à votre époque. Les raisons sont multiples et varient d'une famille à une autre, conviendra avec moi. C'est que, premièrement, vous savez que c'est par rapport aussi au système d'éducation. Comme je le disais tout à l'heure à l'introduction, les diplômes que le Canada délivre sont des diplômes qu'on qualifie généralement des diplômes passe-partout. Outre ces faits, il y a aussi une autre réalité, c'est que les diplômes que le Canada délivre sont aussi des diplômes qui vous permettent facilement d'intégrer le marché du travail ici au Canada. Alors, quoi de mieux que de pouvoir se faire former dans un domaine précis et de pouvoir, à l'issue de cette formation, décrocher un emploi. Donc, c'est tout à fait normal que ce soit très attrayant, d'autant plus que le programme des études est toujours accompagné de beaucoup d'autres facilitations, avec la délivrance à l'époque de permis post-diplôme qui généralement aboutit ou débouche à une résidence permanente au Canada. Maître Jugos Moïse, que devraient faire les familles avant d'envoyer leurs enfants au Canada sur la question de la disponibilité d'hébergement? Parce que vous allez étudier, vous devez habiter quelque part. Maître Jugos. Évidemment, je sais que par rapport à ça, chaque famille a sa stratégie. Donc, on ne peut pas d'emblée dicter une stratégie uniforme à toutes les familles. Certains enfants viennent étudier ici et ils ont l'avantage de pouvoir être reçus auprès de membres des familles ou de proches parents, mais d'autres doivent habiter l'université ou sinon vivre en colocation. Il serait toujours intéressant pour le parent de s'assurer, bien entendu, de l'hébergement de l'enfant, savoir que l'enfant arrive au Canada, il sera avec qui, il va vivre où, comment ça va se passer, et même au mieux, si cela est possible, chercher par tous les moyens à pouvoir visiter ses enfants ou les accompagner dans leur première démarche d'hébergement ici au Canada avant le début de cours. Mais je sais qu'il y a plusieurs réalités dans le monde universitaire où les gens se partagent des logements en toute sécurité, sans problème. C'est une tradition de plusieurs années, mais c'est toujours mieux, surtout pour les parents dont les enfants sont pour la première fois comme ça lâchés, si je peux ainsi m'exprimer, et qui doivent faire face à certaines réalités auxquelles ils n'ont jamais été confrontés, qui doivent faire face également à une culture qu'elles ne connaissaient pas au début. C'est toujours mieux de se rassurer, de les accompagner jusqu'à ce que vous allez vraiment vous rassurer de la personne avec qui l'enfant va vivre et comment les choses se passent, et même, si possible, recourir aux proches qui sont au Canada, essayer un peu de partager l'expérience, leur demander et vous donner le maximum d'informations ou de vérifier, notamment également où l'enfant est hébergé, comment ça se passe. C'est toujours rassurant dans la mesure où l'hébergement est quand même très déterminant par rapport à la suite du programme de l'enfant qui vient étudier ici. Maître Jugos, pourquoi les familles doivent avoir un plan de secours en cas de difficultés financières des enfants ou d'imprévus au Canada? Le plan de secours en cas de difficultés financières ou d'imprévus. Je sais que dans les milieux universitaires, il y a plusieurs associations. Pour être passé par là, je sais de quoi je parle. Il y a plusieurs associations, il y a plusieurs mécanismes qui sont mis en place par des universités. Il y a plusieurs autres associations en dehors des universités qui viennent en aide aux étudiants en difficulté. Le plus important, c'est que lorsque l'étudiant est en difficulté, qu'il en parle au moins aux associations étudiantines qui cherchent des ressources nécessaires pour accompagner dans les circonstances. Parce que je sais que en tant qu'étudiant international, on est toujours confronté à des difficultés de plusieurs ordres, mais le plus important, c'est de s'ouvrir notamment aux ressources disponibles qui existent dans différents établissements d'enseignement, et à partir de là, il y a toujours des prises en charge ou des mécanismes de prise en charge qui se mettent en place, qui se développent et qui permettent de ces faits aux étudiants de pouvoir passer à travers ces difficultés et s'affirmer avec le temps. Voilà ce que je peux dire. Il faut en parler. Il y a plusieurs ressources à cet effet. Maître,
Vous avez vous-même été étudiant au Canada. Comment les différences de culture et de climat peuvent-elles affecter l'adaptabilité d'un étudiant au Canada? Bon, du point de vue des climats, ce qu'il faut reconnaître une chose, c'est que en tant qu'humain, on finit toujours par s'adapter. Je sais que comme on appelle le premier hiver est toujours difficile parce qu'il fait très froid au Canada, ça c'est vrai. Et pour nous qui venions et des pays chauds, ça n'a pas été facile. Mais c'est extraordinaire de constater combien Dieu a créé l'homme de manière à pouvoir s'adapter. Euh, on met en place des mécanismes qui nous permettent de pouvoir faire face à cela et d'avancer. Et le second hiver arrive et puis on se rend compte qu'on est déjà bien acclimaté. Maintenant, par rapport à la facture culturelle, je voudrais dire que le Canada est un pays d'immigration, c'est-à-dire qu'on n'est pas les premiers immigrants. Lorsque vous arrivez ici, vous êtes surpris du nombre de personnes qui viennent d'ailleurs et qui viennent s'y établir. Du coup, ce qui arrive, c'est que vous allez voir qu'il y a une espèce d'organisation, la culture est à l'accueil. Du coup, ce qu'il faudrait, ce n'est pas question de pouvoir imposer sa culture, ce n'est pas question de pouvoir adopter la culture de l'autre, c'est de pouvoir vivre avec la société telle qu'elle se présente à vous, tout en gardant les valeurs qui sont les vôtres, voyez-vous. Donc, du coup, ce n'est pas une lutte culturelle comme telle, mais nous sommes dans une situation où nous sommes dans un pays qui est habitué à recevoir des gens qui viennent d'ailleurs, sont habitués à faire face à plusieurs cultures. D'ailleurs, ils parlent du multiculturalisme. Alors, c'est à vous maintenant de pouvoir regarder face à toutes ces cultures où se trouve la mienne et surtout créer les symbioses qui vont avec des manières à vivre en paix, en harmonie avec les autres. Mais du moins, de ces points de vue, les chocs culturels peuvent exister sous certains points, mais il n'y a rien qui vous pousse à pouvoir embrasser d'emblée une culture qui n'est pas la vôtre et vivre avec elle. Mais vous devez devoir faire votre place et garder les valeurs qui sont les vôtres et construire votre avenir sur base de ça. Maître Jugos, comment s'est passée votre préparation en famille afin de vous intégrer au Canada? Qu'est-ce que vous avez fait? Quelles sont les initiatives que vous avez faites sur le plan de la nourriture? Saviez-vous déjà ce que vous alliez manger là-bas? Saviez-vous déjà préparé? Comment vous vous êtes intégré au Canada? Au fait, ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on arrive, les systèmes, hein, c'est plus au niveau des systèmes que vous vous sentez un peu coupé parce que nous sortons quand même d'un système, nous savons comment les choses fonctionnent, d'où nous sommes partis. Et quand vous arrivez dans un pays qui a aussi une autre réalité, un tout autre système, c'est pas évident. Mais la meilleure préparation, comme je disais, c'est d'abord, s'approcher des personnes qu'on trouve sur place et surtout faire vos propres investigations. C'est-à-dire, vous devez avoir le courage de lire. Nous, lorsque nous sommes arrivés, nous n'avons pas coupé contact avec toutes les structures qui étaient mises à notre disposition pour pouvoir nous informer de la société qui nous accueillait. Donc, nous avons suivi plusieurs ateliers. Bon, à un moment donné, ça paraît comme une perte de temps, mais c'est faux parce que ça vous permet au moins de comprendre et de pouvoir vous préparer à vivre avec les autres. Mais entre-temps, nous n'avons pas non plus coupé contact avec nos compatriotes sur place. Donc, nous continuons à échanger avec eux, nous continuons à poser des questions, mais on passait pas mal de temps aussi à chercher des informations par nous-mêmes, à faire des investigations. Nous étions sur Internet, il y avait des documents qu'on nous remettait à travers les ateliers que nous lisions. Il y avait aussi des sites Internet qu'il fallait aller consulter pour pouvoir savoir comment mener telle ou telle autre démarche. Donc, la société est organisée à accueillir les arrivants, les nouveaux arrivants, comme on les appelle, mais c'est aux nouveaux arrivants de pouvoir saisir la main qui est tendue. Parce que la plupart des fois, on se caresse un peu comme dans l'oralité, et puis on entend des choses à gauche, on entend des choses à droite, mais on ne se donne pas le temps personnellement d'aller chercher l'information et la bonne à la source. Voilà un peu notre stratégie a été vraiment de ne pas couper le pont avec notre communauté, avec des amis qui étaient déjà là, les connaissances, la famille, mais aussi nous nous sommes investis dans les ressources qui ont été mises à notre disposition et nous nous sommes également efforcés de pouvoir par nous-mêmes faire des recherches et surtout prendre des connaissances de toute la documentation qui nous a été donnée. Donc voilà un peu les conseils que je peux donner. Quelle est la mentalité pour aborder la vie à l'étranger pour un jeune homme, une jeune femme de 17 ans, 18 ans, 25 ans qui n'a jamais été hors de la niche familiale, de se retrouver très loin, à des milliers de kilomètres dans un autre continent? Quel est l'esprit que l'on doit adopter? Ou bien comment on doit préparer le mental de ces enfants-là pour leur dire maintenant, vous devenez adulte, donc vous devez faire le bon choix de votre avenir?
Bon, vous savez, dans toute chose, vous devez d'abord avoir le courage. Vous savez, si vous avez été habitué à être un peu, comme vous avez dit, enfermé sur vous-même ou toujours à la maison et que les autres devaient tout faire pour vous, il faudrait maintenant prendre conscience que c'est fini et que maintenant vous devez vous prendre vous-même en charge et pouvoir affronter votre destin. Donc, vous devez être courageux. Le courage veut dire que vous devez avoir cette fois-ci la capacité et surtout l'audace de pouvoir aller vers les autres. Donc, n'attendez pas que les gens viennent vers vous. Ne pensez pas que les choses vont aller comme sous des roulettes, mais vous devez avoir la capacité de pouvoir communiquer, avoir la capacité de pouvoir prendre son téléphone, composer un numéro, poser des questions, avoir la capacité de pouvoir sortir, aller prendre l'information ou aller dans des ateliers, comme je le disais tout à l'heure. Donc, c'est ça le courage. À part le courage, vous devez aussi faire preuve d'initiative. Donc, vous devez quitter un peu cette culture dans laquelle nous avons tous évolué, qui consistait à ce qu'on avait un chemin tout tracé et qu'à un moment donné, au rendu un certain âge, on devait maintenant commencer à pouvoir prendre des initiatives. Donc, vous devez comprendre que là, ça commence. Vous devez prendre des initiatives par vous-même. Vous devez, comme je disais, vous sourcer au maximum et surtout être les premiers à tendre la main. Mais aussi, être capable de pouvoir avoir l'information, mais passer à travers cette information. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez, à travers la collecte d'informations, avoir en votre possession, mais vous devez essayer de trier le tout, vous faire votre propre jugement et pouvoir déterminer votre chemin. Donc, ça prend quand même beaucoup de courage, ça prend beaucoup de, je ne dirais pas d'audace, ça prend du courage, ça prend une certaine détermination et on finit par atteindre ses objectifs. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Dallas et Québec. Nous parlons des études des enfants, des jeunes à l'étranger. Quelle est la responsabilité des parents? Quelle est la responsabilité de ces jeunes qui vont étudier à l'étranger, notamment au Canada? De retour sur ce plateau numérique, nous recevons Maître Jugos Mweze-Mouroulé. Avec lui, nous sommes en train de parler de la responsabilité et de parents et de ces jeunes qui vont étudier à l'étranger, notamment au Canada, comment ils doivent avoir des éléments qui leur permettent d'être responsables. Maître, nous allons parler encadrement et soutien. Nous commençons avec le premier point. Est-il important déjà de familiariser ces jeunes, ces enfants qui s'envolent pour le Canada sur la gestion des finances? Oui, au fait, vous savez, ce que j'ai constaté, la plupart des fois, lorsqu'on a un projet pour venir au Canada, là, nous sommes dans le cas des études, parce que je facilite aussi pour certaines personnes, certains étudiants qui veulent venir. Au fait, la personne est beaucoup plus axée dans sa tête vers le fait qu'il quitte son pays pour venir au Canada. Mais il oublie pourquoi il vient au Canada. Et ça, c'est pas bon. Ce processus de venir étudier au Canada prend en moyenne 24 mois. Ça prend en moyenne 24 mois. Il y a c'est pour qui ça va dans les 12 mois, d'autres ça prend 24 mois, d'autres ça prend 36 mois. Donc je dis en moyenne, ça prend 24 mois.
Pendant les 24 mois des démarches administratives pour venir commencer ces études, moi, personnellement, je conseille toujours aux étudiants de pouvoir se familiariser petit à petit à travers les informations, à travers l'Internet, sur la vie qu'ils viendront mener au Canada. Pouvoir déjà commencer à explorer comment ça se passe à l'université, la vie étudiantine. Parce que c'est ce que moi, personnellement, j'avais fait. Moi, avant de m'installer ici, j'ai pris mon temps, aussi bien là-bas, c'est-à-dire en République démocratique du Congo, que lorsque je suis arrivé ici, à pouvoir récolter le maximum d'informations pour pouvoir me familiariser à ce qui m'entend. Mais c'est rare de voir les personnes prendre le temps pour pouvoir orienter, bien entendu, leur devenir. C'est tout ce qui importe pour eux, la plupart, bien sûr, c'est de dire, ah, moi, tout ça, on verra ça quand je vais arriver là-bas. Je vais seulement arriver là-bas, que j'arrive, moi, ce qui importe, c'est d'arriver. Mais une fois arrivés, ils sont confrontés à cette réalité d'impréparation. Et là, c'est là également qu'intervient la responsabilité des parents. Donc, les parents doivent aussi avoir le temps de passer un certain nombre de temps avec les enfants pour leur dire, voilà, vous allez devoir partir dans un pays qui est lointain. Voilà, nous ne serons pas plus en permanence avec vous. Dans ces pays, certainement, vous n'aurez pas la même chaleur familiale que vous avez ici. Vous n'aurez pas le même entourage que vous avez ici. Vous devez savoir que c'est le moment de pouvoir de plus en plus aller vers la responsabilité. Est-ce que vous avez le temps de pouvoir vous familiariser sur cette université où vous allez étudier? Est-ce que vous avez le temps de vous familiariser avec la ville où vous allez vivre? Parce que tout est sur Internet, vous pouvez aller vérifier des informations. Il suffit juste de pousser un peu plus loin les recherches. Est-ce que vous avez des amis là-bas? Vous avez parlé avec eux? Est-ce que vous leur avez vraiment demandé de pouvoir vous donner l'air juste de la situation, les conditions de logement, d'emploi, comme vous l'avez dit par rapport aux étudiants? Parce que certains étudiants qui arrivent ici, ils oublient qu'ils ont l'obligation. Ils ont la possibilité de travailler que 20 heures semaine, et puis vous les trouvez en train de travailler plus de 20 heures, et puis plus tard, ça crée des problèmes. Il y a d'autres qui arrivent, une fois aux études, ils oublient qu'il y a un certain nombre, il y a un calendrier qui est déjà tracé, et que ce calendrier ne sera jamais modifié au grand jamais. Ils sont surpris par le déroulement, et puis ils sont dépassés par le roulement des activités. Bref, il faut le préparer à tout ça. Quand on vous dit, voilà, vous aurez votre examen intra, c'est-à-dire mi-session en telle date, ça sera cette date, il n'y aura pas de modification. Quand on vous dit que l'examen final, c'est en telle date, c'est comme ça. Donc, ne vous attendez pas à des prolongations, ne vous attendez pas à des nuits blanches. Si vous avez toujours été habitué à cette culture de laxisme et surtout à cette culture de prolongation, ici, ça n'existe pas. Tout s'est fait dans le temps qui a été fixé et il n'y a pas de demi-mesure. Donc, tout ça, il faudrait qu'on prépare les enfants. Parce que ce qui est vrai, ça fait partie également des chocs. Même moi qui vous parle aussi, je suis passé par là. À un moment donné, on a été habitué à un certain laxisme, on a été habitué à un certain des changements. Mais là, vous entrez dans un système où à l'université, les cours sont programmés tels que on commence à telle date pour terminer à telle date et il n'y a pas de modification. Donc, tout ça, il faut qu'on s'y prépare, comprendre que dès le premier jour, on doit commencer à travailler jusqu'au dernier jour. Donc, tout ça, ce sont des choses que je crois utiles par rapport à son arrivée ici, qu'on doit savoir que vous venez dans une toute autre culture et que le but de votre voyage là-bas est bien défini de manière à ce que les choses se passeraient dans les temps qui vous a été donné. Même lorsque vous allez sur le portail étudiant ou sur le site, vous regardez les programmes, tout est déjà déroulé. Donc, même à distance déjà, vous pouvez commencer à prendre connaissance de ce qui vous attend. D'ailleurs, ici, je vais ouvrir une parenthèse. Pendant la COVID, nous avons effectué des démarches pour un certain nombre de nos compatriotes étudiants pour venir étudier au Canada. Les choses s'étant bien passées, mais il est arrivé que les cours devaient commencer online. Comprenez-vous? Parce qu'il y avait les frontières fermées. Et on avait permis aux étudiants inscrits régulièrement qui devaient venir au Canada de pouvoir déjà commencer les cours en attendant la décision même finale de leur permis d'études. Voyez-vous? Donc, ils ont pu, c'est pour vous dire que même aujourd'hui, même à distance, on est capable d'entrer dans des programmes des universités, s'imprégner même de leur contenu et savoir même les calendriers de déroulement. Donc, on peut déjà se préparer à ces préalables au pays avant d'arriver, de manière à ce qu'une fois rendu sur place, vous serez juste dans l'exécution et non dans la découverte et dans l'expectative. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Maître Gigos, mais en cas de difficulté, oui, quel genre de soutien doivent prévoir les familles? En cas de difficulté, les familles sont loin, ça c'est sûr. Je parlerai par exemple du Canada, de Montréal ou de Québec, même à travers le Canada. Outre les associations estudiantines, il y a plusieurs autres associations qu'on appellerait ici culturelles ou qu'on appelle ici culturelles. Et ces associations culturelles ont, entre autres, pour mission de pouvoir venir en aide aux personnes
immigrantes en difficulté, dont les étudiants. Moi-même, j'ai plusieurs fois assisté à plusieurs séances d'information avec une association culturelle dans la région de Trois-Rivières qui vient en aide à plusieurs immigrants, dont les étudiants de l'Université de Trois-Rivières et des différents cégeps à Shawinigan et ailleurs. Donc, comprenez-vous que c'est ce que j'ai dit, vous devez être quelqu'un d'ouvert et vous devez surtout chercher l'information. Comprenez-vous? Il y a plusieurs associations, il y en a plusieurs, ça je peux vous les garantir, non seulement sur les sites universitaires, mais également en dehors des sites universitaires qui sont là justement pour venir en aide aux personnes en difficulté de tout genre. Les ressources, il en existe. Le plus important, c'est que les personnes doivent s'ouvrir à ces associations, à ces structures. Ne pas s'ouvrir, parce que la plupart des cas, les gens s'ouvrent à une personne, deux personnes, ou des fois même les gens ont honte de s'ouvrir, de se confier. Confiez-vous. Les associations sont là pour ça et des fois même ils ont l'accompagnement étatique pour justement faire face à ce genre de situations de manière à ce que personne ne se trouve en situation de précarité extrême au point de pouvoir prendre des décisions malheureusement regrettables. Voilà. Mais maître, comment maintenant ces jeunes qui arrivent, ces enfants, peuvent créer des réseaux auprès de ces associations pour éviter d'être isolés? Parce que beaucoup maintenant, c'est vrai, cette manière de créer des réseaux n'est pas facile à tout le monde. Par où commencer? Vous savez, le Canada, c'est un pays de réseautage. Moi, le terme, je l'ai appris ici. Vous devez être réseauté. Et c'est très facile. C'est comme je disais, vous devez déjà, dès le début, être courageux. Et partout où vous passez, il y a des prospectus, même à l'université. Appeler, contacter. Donc, c'est comme je disais, il faut faire des tri. Donc, vous devez d'abord, vous, en tant qu'étudiant qui êtes au Canada, et même les parents qui sont en Afrique ou ailleurs, doivent orienter leurs enfants vers ces associations. Il suffit juste d'aller sur Internet et de faire des recherches sur, par exemple, associations immigrantes, disons, au Canada. Vous allez en trouver des milliers. Bon, s'il faut circonscrire par rapport à la zone, je vais prendre par exemple Montréal. À Montréal, vous avez plusieurs associations. Il y a même une association congolaise qui existe ici et qui, entre autres, aussi vient en aide aux personnes qui ont des difficultés dans les cadres des études. Il y a aussi notre association congolaise qu'on appelle les CSM. Ça existe également. Et là aussi, ils reçoivent beaucoup de demandes des étudiants. Dans les associations, il y en a de toutes sortes. Il y a des associations des Haïtiens, des associations des Maliens. Il y en a de toutes sortes. À côté des associations, il y a aussi des églises. Les églises jouent ici un rôle aussi incontournable par rapport à ce genre de choses. Ce que nous disons, c'est que ce n'est pas ces gens-là qui vont directement vous apporter une aide, mais ces gens-là peuvent aussi apporter une aide, disons temporaire, mais ils peuvent aussi vous orienter pour une association, vers une autre structure gouvernementale ou associative qui pourrait vous apporter une aide définitive. Moi, j'ai eu un cas des étudiants qui sont arrivés, qui avaient des difficultés à aller étudier. Je me souviens, c'est l'université qui les a appelés pour leur dire non, ne vous inquiétez pas pour ce qui est des frais académiques. Venez poser les problèmes. Nous avons des structures pour vous aider. Vous voyez, ça, c'est quand même extraordinaire. Ça, c'est l'université qui a appelé ces étudiants pour leur demander de ne pas avoir honte, de venir. Venez poser les problèmes au sein de l'université. Nous avons des structures pour vous aider par rapport à cette situation. Je me souviens même pendant la COVID, le gouvernement est intervenu à plusieurs reprises pour soutenir les étudiants étrangers qui aussi étaient coupés des ressources en raison de la pandémie. Donc, vous voyez, je ne pense pas, au regard de la manière dont les choses sont organisées, et surtout au regard de toutes les structures qui regorgent le Canada, qui reçoit d'ailleurs plusieurs personnes venant de plusieurs coins du monde, qui manquent une structure ou une association à côté de vous, à laquelle vous confiant, ne vous orienterez pas vers une autre association meilleure pour pouvoir vous aider de manière efficace. Donc, il y en a plusieurs, mais le plus important, c'est vous devez être courageux, vous devez vous ouvrir, vous devez faire des recherches et ne pas vous enfermer sur vous-même. Et surtout, ne pas chercher des solutions par vous-même aussi. Maître, quelle attitude à adopter si un jeune étudiant, un enfant, souhaite changer de domaine d'études? Il se rend compte qu'il n'avait pas fait un bon choix ou bien face au déroulement des études, il se rend compte qu'il est limité. Quelle attitude à adopter s'il veut changer de filière, par exemple? Bon, comme vous le savez, là, vous parlez d'un étudiant. Un étudiant est un immigrant. C'est vrai que c'est un immigrant temporaire. Hein, il n'est pas encore permanent. Donc, de ce fait, moi, j'ai toujours conseillé à toute personne dans la même situation ou dans cette situation de pouvoir se ressourcer auprès du site du gouvernement. Comme je vous ai dit la dernière fois, dans l'immigration Canada, il y a plusieurs programmes. Plusieurs, je vous assure. Moi, j'ai eu des étudiants qui sont arrivés comme étudiants pendant la COVID
Ils ont commencé des études et puis à un moment donné, ils travaillaient 20 heures semaine et puis le gouvernement a étendu le travail à 40 heures semaine. Et puis, en travaillant, les entreprises pour lesquelles sont allés travailler les ont proposé des permis de travail fermés. Donc, ils ont changé de statut, ils sont passés d'étudiants à travailleurs. Carrément, vous voyez. Donc, et quand vous rendez sur le site de l'immigration, c'est-à-dire sur le site du gouvernement, vous trouvez toutes ces possibilités. Donc, il y a des étudiants qui sont arrivés ici comme étudiants, mais qui se sont vus offrir des offres d'emploi. On les a offert des offres d'emploi et ces étudiants, aujourd'hui, sont passés d'étudiants à travailleurs. Donc, il y a plusieurs façons de voir, mais le plus important, j'insiste sur ça, parce que la décision, elle est d'abord et avant tout personnelle, c'est de pouvoir prendre le temps d'entrer sur le site du gouvernement du Canada et vous allez sur Immigration Canada, vous allez voir divers programmes qui existent et par rapport à ces programmes, regardez lesquels va le plus avec votre profil et à ce moment-là, vous pouvez lever l'option qui vous permettrait de passer d'un statut étudiant à un autre statut. C'est ça la meilleure façon de procéder à notre humble avis. Maître, comment les familles peuvent faire que leurs enfants puissent rester concentrés par rapport aux objectifs initiaux? Les familles, pour permettre aux enfants de rester consacrés par rapport aux objectifs initiaux, vous savez que les enfants qui viennent étudier ici sont conscients, pour la plupart, de l'investissement qui a été fait sur eux par rapport à leur présence au Canada. Parce que vous conviendrez avec moi qu'étudier au Canada comme étudiant international revient trop cher aux familles. Alors, ces enfants sont conscients que les parents qui les ont amenés ou qui les ont envoyés ici pour raison d'études ont dû débourser beaucoup d'argent et ont dû fournir beaucoup de sacrifices par rapport à ça. Et la plupart des cas, ce que je constate, c'est que ces enfants, déjà de ce point de vue, ils savent, et ils le disent d'ailleurs, qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Et l'apport que la famille peut apporter, c'est l'encouragement. Ces enfants ont besoin d'un soutien permanent. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'à un moment donné, qu'on quitte un peu le stade d'autosatisfaction et de jouissance, parce que ça, souvent, je vois, tu es là, tu es content, ça se passe. Non, c'est bon. À un moment donné, c'est bon d'être content que l'enfant soit là et qu'il soit en train d'étudier, mais vous devez continuer à les encourager, parce que les études ici sont tellement demandants, tellement contraignants, que sans un encouragement permanent de parents, je crois que c'est difficile. Garder un contact permanent avec les enfants, continuer à les encourager, partager les difficultés. Partager les difficultés, parce que certaines choses, peut-être que les enfants ne pourront pas confier à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, mais qui pourront pratiquement confier à la maman ou au papa. Et le papa peut contacter, d'ailleurs, ce que nous connaissons souvent, un coup de fil d'un ami, d'un proche. Voilà, j'ai un enfant, j'ai l'enfant d'un ami qui est sur place, voilà, voilà ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire dans les circonstances? Ça arrive. Et on fait une espèce d'échange, pas seulement à moi, et d'autres personnes aussi, une espèce d'échange d'informations. Nous avons eu des cas où nous avons été contactés juste pour rendre visite à un enfant qui est à l'internat, c'est-à-dire à l'université, remonter un peu le moral ou inviter pour un week-end à la maison, vivre un peu en famille, partager les foufous traditionnels. Ça fait toujours du bien, tu vois. Ce sont des choses comme ça qu'il faudrait, surtout sur lesquelles il faudrait beaucoup plus travailler pour pouvoir permettre à ces enfants de ne pas se sentir isolés dans un coin seuls, mais qu'ils sachent qu'ils ont des ressources, qu'ils ont des personnes et que surtout que la famille garde l'initiative. C'est très important. Moi, je demande toujours aux parents de garder l'initiative, communiquer régulièrement avec eux, essayer un peu de creuser aussi les côtés difficultés, défis à relever et y remédier dans la mesure du possible avec l'aide de personnes ou de contacts sûrs qui sont ici sur place. Voilà un peu le conseil que moi, je pourrais donner par rapport à cette préoccupation. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Dallas et le Québec. Nous recevons pour vous Maître Jugos Moïse. Comment responsabiliser les jeunes qui vont étudier au Canada et leurs parents sur la manière à rester concentrés par rapport aux objectifs et comment les responsabilités par rapport aux défis qui peuvent arriver tout au long du cursus de formation de leurs enfants.
De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Maître Jugos Mouenzé en connexion entre Québec et l'État du Texas, où nous parlons de la responsabilité des parents et de leurs enfants lorsqu'ils vont étudier à l'étranger, notamment au Canada. Maître, nous allons parler du contrôle et suivi des études. Quels sont les meilleurs moyens de suivre les études de son enfant à l'étranger, notamment au Canada? Contrôle et suivi. Bon, vous savez que la confiance n'exclut pas le contrôle, c'est vrai. Mais je crois que le fait que l'enfant déjà qui est envoyé est responsabilisé, il comprend parfaitement bien l'attente de ses parents. Mais au-delà de l'attente de ses parents, c'est son propre avenir qui est en train d'être préparé. C'est très facile si vous voulez avoir une main de contrôle ou de suivi parce que ici, le système est organisé de manière à ce que chaque étudiant a un portail. Nous avons tous des portails en tant qu'étudiants et nous avons accès à ces portails. Dans le portail étudiant, vous avez tous les travaux, tous les déroulements de programmes des différents cours et même les notes entrent dans les portails. Alors, s'il y a un lien de confiance qui existe entre les parents et leurs enfants, la moindre des choses, c'est de demander aux enfants l'accès au portail. Parce que de n'importe où à travers le monde, vous pouvez avoir accès au portail dans votre centre étudiant. Et dans cet accès au portail, vous pouvez voir tout ce qui se passe par rapport au programme de cours, les notes que l'enfant a obtenues, les travaux qu'il a à faire. Maître, si vous pouvez vraiment réexpliquer le portail, parce que beaucoup peut-être ne comprennent pas. Le portail, c'est un site, c'est un compte d'éducation de votre enfant au sein d'une université dans lequel l'université met toutes les données de votre enfant sur sa manière de travailler, sur ce qu'il doit faire dans l'université. Si vous pouvez encore réexpliquer, Maître. Donc, je disais d'abord qu'il ne faudrait pas perdre de vue que le fait que l'enfant soit là en train d'étudier, c'est d'abord et avant tout un responsable. Donc, il est conscient que c'est pour son avenir qu'il est là, bien que le parent aussi seront flattés de voir l'enfant réussir dans ses programmes. Mais comme nous l'avons dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et puis, s'il y a un lien de confiance qui existe entre l'enfant et le parent et que tout se passe bien, vous avez un temps de dialogue, vous pouvez demander à l'enfant de vous donner aussi accès à son centre étudiant, son portail. Le portail, en fait, c'est un compte. C'est comme un compte bancaire, c'est comme un compte sur le site de l'immigration. Nous faisons les différentes demandes. Alors, dans ce compte-là, l'enfant a ses accès personnalisés, il a son mot de passe et puis son username, comme on appelle ça. À partir de là, vous pouvez avoir accès à toute sa session. C'est-à-dire que dans le programme dans lequel il est inscrit, vous pouvez voir non seulement le cours qui suit durant la session Y, mais les cours également qu'il a déjà suivis durant la section X. Et là, vous pouvez également voir les travaux à faire. Vous pouvez voir les notes qu'il a obtenues s'il a déjà été coté. Et vous pouvez voir ce qui s'en vient par la suite. Donc, à travers le portail, vous pouvez discuter avec l'enfant pour lui dire, mais j'ai vu le portail, il y a tel cours, vous n'avez pas bien travaillé, ou il y a tel travaux dans tel cours, est-ce que ça se passe bien, est-ce que tu as pris des dispositions? Donc ça aussi, c'est bon. Vu la distance, vu l'éloignement, je crois que cette façon de faire, ça ne doit pas être aussi trop serré parce que l'enfant ne doit pas se sentir non plus étouffé. Mais je crois que c'est quand même bien de temps en temps d'aller jeter un coup d'œil dans le portail, savoir comment ça évolue. La première session, comment ça s'est passé la session d'hiver, comment s'est passée la session d'automne, comment s'est passée la session d'été, est-ce qu'il a eu toutes ses notes à tous ses cours, bref, ça permet quand même aux parents d'avoir une main et de savoir l'évolution de son enfant. Et là même, toutes les correspondances aussi viennent dans le portail. Il y a un endroit où il y a des messages. S'il y a un problème des frais académiques qui n'ont pas été payés, on envoie là-bas. Donc, bref, c'est vraiment le centre de communication entre l'étudiant et l'université dans lequel vous trouvez toute de sa vie académique. L'enfant, le jeune quitte sa famille et au Canada, à Montréal, Québec, Laval, Sherbrooke, en train d'étudier, mais c'est sans ce zèle-là qu'il veut s'émanciper. Il ne veut pas tout dire à sa famille. Non, papa souffre de la tension. Si je le dis, mais